Achat en ligne et luxe, l'enjeu stratégique de la logistique et de la livraison. Bonjour Nathalie Vexala. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Vexala, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire CEROS. Article dans la Revue française de gestion. Les modèles de livraison lors d'un achat en ligne dans le luxe, analyse socio-sémiotique. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est l'analyse socio-sémiotique. C'est dans le numéro 284, daté 2019. Alors, l'analyse socio-sémiotique, c'est une analyse qui combine non seulement une analyse des perceptions des consommateurs de luxe et en même temps une analyse structurée du discours des marques à travers leur visuel et à travers leurs messages sur les sites et notamment là, pour la question qui nous intéresse, les pages de livraison et d'explications sur les modes de livraison lors d'un achat en ligne. Alors, on ne va pas débattre entre les typologies, les idéotypes, etc. Mais un des grands intérêts de votre article, c'est qu'il file une tradition de sciences de gestion, c'est de repérer une diversité de réponses possibles. C'est ça. Tout à fait. Et là, vous en voyez 4. Voilà. Alors, les marques de luxe, elles sont compliquées à gérer. Elles sont compliquées parce qu'il y a plein de paradoxes. Des paradoxes, et notamment dès lors qu'on lance la vente en ligne pour une marque de luxe, on est confronté entre, d'une part, les valeurs du luxe qui sont celles de la sélectivité, de la rareté, et d'autre part, la vente en ligne qui est l'ultra-diffusion. Donc déjà, là, il y a un problème, il y a une confrontation, il y a une tension. Mais bon, on sait tous que les marques de luxe ont été quasiment obligées d'aller dans ce sens-là parce qu'on va vers le sens de l'évolution de la société. Maintenant, c'est savoir comment elles doivent faire ça. Et là, pour l'instant, c'est vrai que les marques de luxe y vont un petit peu à tâtons. Et moi, je me suis dit, il y a quand même peut-être quelque chose à faire pour essayer de proposer des pistes stratégiques pour développer, faire en sorte que cette livraison, je dirais, corresponde aux attentes des consommateurs de luxe. C'est un point intéressant. On ne s'attend pas à ce que ce soit la livraison qui puisse être un point. Et vous dites, justement, si, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, pourquoi la livraison ? Parce que la livraison, finalement, c'est le moment où on n'a plus cette distanciation, pour le coup, physique, mais c'est le moment, justement, où on va pouvoir mettre en place une sorte d'expérientialisation, de théâtralisation que l'on a dans les boutiques, finalement. Et qu'on dit finalement avec la vente en ligne, non, c'est juste l'achat et le fait de recevoir le produit. Maintenant, la livraison, ça peut ne pas être que ça. Et finalement, on peut se rapprocher peut-être d'une théâtralisation, d'une mise en scène, finalement, que l'on cherche à avoir quand on va en boutique. Je cite les 4 configurations, on va les détailler. Livraison discrète, livraison secrète, livraison théâtralisée et livraison normée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 4 stratégies de livraison ? Alors, 4 stratégies qui correspondent finalement à 4 profils de consommateurs. La livraison discrète, ce sont les consommateurs qui ont une approche du luxe tournée vers soi pour le plaisir. Le plaisir de toucher, de porter un objet de luxe. Alors, ces personnes-là, lorsqu'on les interroge, finalement, elles disent quoi ? Elles disent que ce qu'elles veulent, c'est tout simplement découvrir pour soi le produit, mais le faire découvrir le produit dans des sensations, dans des émotions, mais uniquement pour soi. Donc quelque chose de très discret. Sans ostentation. On a la livraison secrète, alors là, c'est carrément des personnes qui, surtout, veulent cacher leur consommation de luxe. Alors là, il faut la sécurité avant tout et faire de la discrétion au maximum. Et puis, on a 2 autres catégories qui sont un petit peu différentes et qui sont plus vers des profils de personnes qui ont justement ce côté ostentatoire dans la livraison, enfin dans la consommation de produits de luxe, qui veulent cette visibilité, qui veulent finalement cette notion de démonstration sociale avec l'achat de produits de luxe. Et là, finalement, ce qui ressort quand on les interroge, c'est qu'elles aimeraient bien retrouver en étant livrées d'un produit d'une marque de luxe, elles aimeraient bien retrouver justement ce cérémonial que l'on trouve parfois en boutique. Vous évoquiez les gants blancs, oui, la coupe de champagne. Exactement, qu'un conseiller de vente puisse venir et proposer toute une cérémonie de vente comme on a finalement en boutique. Là, c'est vraiment le fait de dupliquer et d'allonger finalement ce processus dans une autre forme de mode d'achat qui aujourd'hui est complètement rentré dans nos mœurs. Vous arrivez à
une segmentation des marques, c'est-à-dire que Ouais. toutes n'adoptent pas la même stratégie, ont plutôt un comportement, Ouais. voilà. Alors, il y a une certaine tendance encore. On trouve finalement beaucoup de marques qui sont vers des livraisons plutôt discrètes et secrètes. Donc, on met vachement l'accent sur la sécurité, les délais de livraison, la rapidité de livraison. On met en avant un petit peu le discours sur les emballages, la fameuse boîte orange de chez Hermès. Donc ça, c'est visible sur le site internet de ces marques. Mais voilà, avec très peu finalement sur la partie expérientielle de la logistique et de ce dernier kilomètre en logistique. On avait à l'époque de l'étude une marque qui proposait sur le site, quand on faisait une commande en ligne, une livraison dite exceptionnelle. Mais on en savait très peu. Et puis finalement, ça s'est un petit peu... je dirais, effacé. Lorsqu'on retourne aujourd'hui sur le site de Louis Vuitton, on ne le voit plus. Alors pourquoi, la question c'est pourquoi finalement les marques ont du mal à aller vers peut-être une livraison un peu plus expérientielle, sans doute la mise en œuvre qui est compliquée, un problème de CRM aussi, puisqu'il faut savoir qui souhaite avoir une livraison discrète, mais qui souhaite avoir une livraison plus théâtralisée. Donc ça demande finalement beaucoup de connaissances du client. Et puis au début, forcément, on ne le connaît pas le client quand c'est un premier achat en ligne. Donc il va falloir là avoir une bonne gestion du CRM dans le temps pour pouvoir effectivement peut-être peaufiner cette livraison. Bon, pour aller plus loin, on reverra votre article pour creuser, mais qui est très intéressant. Vous évoquez des contributions théoriques, des contributions managériales. Contributions théoriques, il ne faut pas avoir peur du mot théorique. Non. C'est de dire, attention, on change de paradigme là en logistique, c'est ça? Ouais. Au niveau de la livraison, il faut penser une logistique expérientielle, si je vous ai bien lu. Tout à fait. Il y avait déjà des auteurs qui travaillaient un petit peu, qui ont amené cette tendance, et là ça se confirme. Il faut arrêter le zéro défaut dans la livraison fonctionnelle pour aller vers une logistique qui se penche plus sur la satisfaction client et voir comment on peut justement s'approcher des attentes des consommateurs. Alors, c'est le cas effectivement pour des marques de luxe, mais j'imagine que c'est également le cas pour d'autres secteurs d'activité. C'est particulièrement vrai pour le luxe. C'est particulièrement vrai. La logistique, c'est plus une fonction de soutien, c'est vraiment exactement contributrice nette à la valeur. Des entreprises, d'ailleurs, se sont développées dans cette logistique un petit peu plus luxueuse et haut de gamme. Et en termes de contribution managériale, vous évoquez par exemple le fait qu'il faut intégrer tous les coûts, quoi. Enfin, faut pas... Ah oui, alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti dans toute l'étude finalement que j'ai pu mener. À partir du moment où on a certains consommateurs de luxe, que ce soit pour du luxe intermédiaire ou même inaccessible, à partir du moment où on a quelques personnes qui sont vraiment contre l'idée de payer des frais de transport pour l'achat d'un produit d'une marque de luxe, et je pense que les marques doivent complètement les intégrer dans leurs coûts et le prix des produits, comme finalement elles le font pour la gestion des boutiques. Ça a un coût, une boutique. Oui, ça a un coût, une livraison, mais la boutique, je pense que le coût est beaucoup plus important. Donc finalement, ça devrait être complètement intégré également. Ça devrait être complètement intégré. Vous dites aussi, évidemment, il faut connaître ses clients et avoir une de ses stratégies adaptées par rapport à ses profils de clients. C'est ça? Oui. Oui, le CRM, là encore, est essentiel. C'est souvent compliqué parce que plus on a une multitude de canaux de distribution, plus la consolidation finalement des données, et ça beaucoup d'entreprises y font face aujourd'hui, il faut pouvoir les consolider correctement pour avoir les informations précises sur les consommateurs. Et puis c'est tout un travail aussi des personnes en boutique, des conseillers de vente, pour discuter avec les clients et puis noter au fur et à mesure vers quelle tendance finalement ils observent ces consommateurs, s'ils souhaitent quelque chose un peu plus extravagant dans la façon de vendre le produit et d'acheter un produit, ou bien des personnes qui sont plus discrètes et qui souhaitent garder cette discrétion. Très bien. Et puis évidemment, en termes d'approfondissement, la question qui revient toujours, là on est dans le cas français, Ouais. Comment ça se passe ailleurs? Est-ce que c'est valable ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies possibles ailleurs? Les résultats de cette étude sont vraiment pour un contexte européen, pour finalement pouvoir peut-être affiner cette typologie, ces groupes identifiés, ces modèles identifiés. Il faudrait répliquer finalement sur les consommateurs d'autres régions géographiques et affiner finalement. On pense à l'Asie, on pense Tout à fait, tout à fait.
Merci Nathalie Glexala. Merci Jean-Philippe Denis.